Grandissant dans une petite ville rurale, j'ai toujours été l'observateur silencieux. Les vastes champs ouverts et l'horizon infini offraient suffisamment de temps pour réfléchir, rêver et développer un regard attentif. Adolescente, j'ai passé d'innombrables heures avec le vieux fusil de chasse de mon père, visant des canettes et de petits animaux. Ce n'était pas qu'un passe-temps, c'était devenu une obsession de perfectionner chaque tir et de comprendre les subtilités du vent, de la distance et du temps. Lorsque je suis entré dans l'armée, ces compétences ont trouvé un but en tant que tireur d'élite. J'ai perfectionné mes capacités jusqu'à presque la perfection. Les heures d'attente, patient et invisible, ne m'ont pas seulement appris l'art du tir, mais aussi la discipline de la concentration. Cependant, la vie en dehors de l'armée n'a pas été tendre. La transition de soldat à civil a été difficile, surtout avec le poids d'une décharge dishonorable pesant sur mes épaules. Une seule erreur de jugement, un coup de poing donné dans la colère contre le mauvais supérieur, m'a coûté tout ce que j'avais construit. Perdu et sans direction, j'ai erré jusqu'à ce qu'une opportunité inhabituelle se présente, une façon d'utiliser mes compétences et de tracer une nouvelle vie, même si cela signifiait marcher dans l'ombre. Ces moments me ramènent au désert. C'est approprié, je suppose, puisque mes viseurs reposent actuellement sur une silhouette parfaitement cadrée à distance. Je ne suis ni un terroriste ni un criminel ordinaire, mais ici, en ce moment, je suis le méchant. Ma cible est un banquier d'âge moyen, suant abondamment malgré la climatisation, ignorant le monde extérieur de sa chambre d'hôtel. Il est enlacé avec une collègue plus jeune. Ma mission est de m'assurer que son histoire se termine ce soir. Le contrat est arrivé par des canaux cryptés, et le paiement a été convenu en crypto-monnaie. Je ne sais pas qui m'a engagé, et ça ne m'importe pas. Quand les autorités rassembleront les morceaux de ce qui s'est passé, je ne serai qu'un fantôme, laissant derrière moi aucune trace qui pourrait être suivie. Je continue d'observer à travers la lunette. Je ne suis pas un voyeur, mais j'ai besoin du moment parfait pour tirer. Pour plusieurs raisons, je ne peux pas tirer tant qu'ils sont encore en train d'agir. Généralement, lorsque le gars a fini, il se retourne ou se lève, et c'est mon signal. Je ajuste légèrement la lunette, scannant la partie visible de la chambre par la fenêtre. À part le couple, il n'y a personne d'autre là-dedans. Je jette un œil à elle. Elle est belle. Le contrat précise qu'elle ne doit pas être blessée, du moins physiquement. Je ne peux pas prévoir comment le fait de témoigner de la tête de l'amant explosant alors qu'il va aux toilettes pourrait l'affecter mentalement. Je détourne brièvement le regard pour rester vigilant, me concentrer trop sur la cible pourrait me mettre en danger. Je suis ici seul, sans soutien ni couverture, donc je dois m'assurer que ma position est sécurisée. Elle l'est. Je suis sur un toit de l'autre côté de la rue de l'hôtel où le banquier est logé. Je reviens à la lunette, ils sont près de finir. Je change de position et confirme que rien dans l'environnement n'a changé. Puis cela arrive. Il arque le dos, crie au climax, tremble quelquefois et reste ensuite immobile. Comme prévu, il se lève et va aux toilettes. J'accomplis ma tâche avec précision, disparaissant dans la nuit avant que quiconque ne s'en aperçoive. Lorsque la police arrive, je suis à des kilomètres de distance. Je range mon équipement dans l'un des nombreux endroits de stockage que je garde sous différents noms, tous payés en espèces. En rentrant chez moi, je réfléchis encore une fois à la manière dont je me suis retrouvé dans ce domaine. Comment suis-je devenu un tueur à gages spécialisé presque exclusivement dans les conjoints infidèles? La partie de l'exécution est simple, j'ai toujours été bon avec un fusil. Grandissant dans une ferme, je chassais régulièrement et j'ai développé un talent pour la précision, surtout avec des fusils. Je pouvais faire des tirs que personne d'autre ne pouvait faire, presque instinctivement. Lorsque je me suis engagé dans les marines et que je suis allé à l'école de tireur d'élite, j'ai appris les aspects techniques, trajectoire, résistance au vent, balistique, mais j'ai rarement eu besoin de ces compétences. Je pouvais faire des tirs par instinct que même des tireurs expérimentés avaient du mal à reproduire avec leurs calculs. Probablement, j'aurais eu une carrière brillante dans le corps des marines, mais ensuite quelque chose s'est passé qui a tout changé et m'a mis sur ce chemin, un conjoint infidèle. Gabrielle était une Française aux cheveux bruns et de petite taille, que j'ai rencontrée dans un bar pendant que j'étais en congé. Elle était animée, séduisante et séduisante d'une manière qui éveillait toutes sortes de pensées. Elle a passé la nuit avec mon meilleur ami, Bobby, et moi, dansant avec chacun de nous à tour de rôle. À la fin de la nuit,
il était clair qu'il y avait une étincelle entre elle et Bobby. Avec un sourire forcé, j'ai fait la seule chose qu'un bon ami pourrait faire, bonne chance, Bobby, ai-je dit avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux, puis je suis rentré à la base seul. Après cela, chaque fois qu'ils sortaient, ils étaient inséparables. Je me voyais souvent comme un troisième roue, où elle amenait une amie pour me tenir compagnie. Après 3 mois, Bobby m'a montré la bague de fiançailles qu'il avait achetée pour elle. Waouh, Bobby, ai-je dit, inspectant le gros diamant. C'est une pierre. Es-tu sûr d'être prêt pour ça? Quand tu sais, a-t-il ri, prenant une pose de sage. Je ne vais pas la laisser s'échapper. Le regard que Gabriel a donné lorsque Bobby a proposé cette nuit-là est resté avec moi. J'espérais de l'excitation, peut-être de la joie, mais pendant un moment, il y a eu un flash de calcul dans ses yeux avant qu'elle ne mette en place la réaction appropriée. Je n'ai rien dit, je ne voulais pas gâcher son moment, mais je ne pouvais pas éloigner mon inquiétude. En tant que témoin, j'ai organisé l'enterrement de vie de garçon, et laissez-moi dire que c'était légendaire. La moitié du peloton était là, et la nuit était un fouillis de boissons, de rires et de chaos. Nous avons dû porter Bobby jusqu'à son lit, et il ne se souvait de presque rien le lendemain. Naturellement, il y avait des stripteaseuses, qu'est-ce qu'une fête de célibataires sans elle? Mais j'ai veillé à ce que Bobby ne s'attire pas d'ennui. Avant de planifier la fête, j'ai parlé avec Gabrielle des limites. Si elle disait non, il n'y aurait pas de réponse. Je ne voulais pas que Bobby divorce avant de se marier. Le mariage était petit, avec les parents de Gabrielle, quelques amis et quelques gars de notre peloton. Comme je l'ai mentionné, j'étais le témoin. 2 mois plus tard, nous avons été envoyés dans le désert pour une tournée de 3 mois. Je n'oublierai jamais cette patrouille. Notre mission était d'enquêter sur un village que nous croyions abriter des rebelles. Mon observateur et moi avions exploré un point de vue qui me permettait de fournir une couverture à l'équipe. Ce n'était pas parfait, il y avait des zones que je ne pouvais pas voir, mais c'était la meilleure option disponible. Bobby agissait étrangement toute la journée, anormalement anxieux et de mauvaise humeur, même avec moi, ce qui n'était pas dans son habitude. « Et qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» demandai-je, inquiet de son comportement erratique. « Rien, répondit-il avec un sourire forcé, je suis juste impatient de commencer. » Ce fut la dernière conversation que j'eus avec Bobby. Il ne revint pas de cette patrouille. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé, sa position étant hors de ma ligne de vue, mais son équipe rapporta que, lorsqu'ils rencontrèrent l'ennemi, Bobby se leva et cria quelque chose comme « Allez, bande d'idiots » et avança, tirant son M16 de la taille comme s'il était dans un film. Il ne fit pas 3 mètres avant d'être abattu. En tant que meilleur ami, il m'incombait de rassembler ses affaires pour les renvoyer aux États-Unis. C'est alors que je trouvai la lettre. « Cher Bobby, je sais que c'est lâche, mais je dois te dire que je vois quelqu'un d'autre et nous sommes tombés amoureux. Je te quitte pour que nous puissions être ensemble. Je veux que tu saches que je t'ai vraiment aimé, mais le temps passé loin de toi m'a fait réaliser que je ne suis plus amoureuse de toi. Tu mérites mieux. Il vaut mieux que nous terminions les choses pour que tu puisses trouver quelqu'un qui t'aime comme tu le mérites. S'il te plaît, ne me déteste pas. John dit que tu as encore 1 mois de service, alors quand tu reviendras, je serai en train de déménager. Je ne demanderai rien lors du divorce et j'espère que nous pourrons rester amis, si tu peux me pardonner. Avec mes meilleurs vœux, Gabriel. Merde, salope! Criai-je après l'avoir lu. Tout le comportement de Bobby avait soudainement du sens, et je savais qu'il devait y avoir des conséquences. Mon service fut écourté pour que je puisse ramener le corps de Bobby aux États-Unis. Lorsque nous déchargions le cercueil, Gabrielle s'approcha, des larmes coulant sur son visage. Elle mit la main sur le cercueil, mais je l'arrêtai. « N'ose pas, dis-je, ma voix froide. »« Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, choquée. « Tu l'as trahi, dis-je, me mettant entre elle et le cercueil. » Elle recula, étourdie, et c'est alors que je remarquai l'officier avec elle. C'était le colonel John Edwards. Mon estomac se retourna en le voyant passer son bras autour de ses épaules dans un geste de réconfort. « Et qu'est-ce que c'est que ça ?» explosai-je, incapable de contenir ma colère. « C'est toi la personne pour qui elle l'a quitté ?»« Descends, Marine, ordonna le colonel, sur un ton autoritaire. « Comment oses-tu » répondis-je. «
Mais tu as envoyé une lettre de Cher John à un soldat en service actif bien avant une mission. Que pensais-tu qu'il allait se passer? Ça suffit, grogna-t-il. Je ne pus me retenir, mon premier coup frappa sa gorge, le faisant tomber à genoux. Un coup dans l'aine le fit tomber au sol, et je poursuivis avec 4 coups sur son visage avant que la sécurité ne me retienne. Ma satisfaction vint plus tard, lorsque nous fûmes tous les deux jugés, lui pour inconduite, moi pour avoir attaqué un officier supérieur. Il fut renvoyé sans pension, et je passai 1 an en prison militaire, sortant avec une décharge déshonorable. Après ma libération, je ne parvins pas à avancer. Il me fallut 1 an pour retrouver Gabriel, qui avait déménagé au Canada et vivait avec un homme d'affaires franco-canadien. Je ne savais pas ce qui était arrivé au colonel Edwards, il avait disparu de l'histoire. J'envisageais simplement de lui tirer dessus à distance, cela aurait été facile, sans sécurité, sans caméra. Mais elle ne comprendrait pas pourquoi, et je voulais que ce soit personnel. Je voulais qu'elle sache qui j'étais et pourquoi. Elle facilita les choses. Une nuit, elle dansait avec des amis, fidèle à son habitude, elle trompait. Le type qui l'embrassait n'était pas son homme d'affaires. Je l'observais depuis le bar alors qu'il lui murmurait à l'oreille et qu'il se dirigeait vers la sortie. Je l'ai suivi, contournant le bâtiment et les vis à l'approche d'un SUV dans le parking. J'attendis près de ma voiture pour voir s'il partirait, mais quand il ouvrit la porte arrière, je sus que cela se passait la même. Silencieusement, je m'approchai, quand je fus plus près, je vis Gabrielle se pencher sur la banquette arrière avec le gars derrière elle. Je ne voulais pas l'éliminer, je n'avais pas de problème avec lui. Rapidement, je l'étranglai jusqu'à ce qu'il s'effondre inconscient au sol. Il fallut quelques secondes pour qu'elle réalise que le mouvement s'était arrêté, quand elle se tourna, elle me vit là, pointant mon Glock 9 vers elle. Ses yeux s'élargirent en reconnaissance, et elle ouvrit la bouche pour parler. Je l'interrompis. Bobby te passe le bonjour, salope. J'agis rapidement, m'assurant d'achever ma mission avant de m'éloigner discrètement. Avant que le bruit du tir n'atteigne le bar, j'étais déjà parti. Traversant de nouveau aux États-Unis en moins de 4 heures, venger Bobby me donna une idée. Certainement, beaucoup de gens faisaient face à l'infidélité à ce moment même. Certains pourraient chercher la réconciliation, d'autres choisiraient le divorce. Mais il y aurait toujours ceux qui chercheraient une solution plus permanente, et j'avais les compétences pour l'offrir. C'est ainsi que je devins un tueur à gages, spécialisé dans les conjoints infidèles. Dans l'ensemble, c'est un travail facile, ce sont des gens ordinaires, inconscients d'avoir été marqués et sans sécurité personnelle. Après environ 4 ans dans ce métier, gagnant un argent considérable, je rencontrai Juliana. Elle était la directrice financière d'une concession automobile où je suis allé acheter une nouvelle voiture. Intelligente, vive et captivante, elle était éblouissante, mesurant moins d'1,50 m avec des talons, des jambes qui semblaient infinies, des cheveux noirs et une silhouette qui pouvait arrêter la circulation. Dès le début, il y avait une alchimie. Alors que nous discutions du financement, j'ai décidé de tester le terrain. « Voudriez-vous dîner avec moi un jour ?» ai-je demandé. Elle a souri, ses yeux brillants. « J'adorerais. » En moins de 30 minutes, nous avions déjà un rendez-vous fixé. 1 an et demi plus tard, après une relation tumultueuse, Juliana et moi nous sommes mariés lors d'une cérémonie luxueuse avec plus de 200 invités, y compris sa famille et ses amis, mes parents et quelques amis militaires. Pour le monde et pour Juliana, j'étais un directeur financier à succès, travaillant à domicile. J'ai expliqué mes fréquents voyages comme des réunions avec des clients, ce qui servait de couverture parfaite. La vie avec Juliana était formidable. Elle soutenait mon travail financier même quand je voyageais. Elle m'accueillait toujours chez nous avec passion, et notre proximité était fréquente et enthousiaste, parfois quotidienne. Juliana sortait rarement seule et gardait toujours des limites appropriées en interagissant avec les autres, même en dansant. Je n'avais aucun doute qu'elle m'aimait, tout comme je l'aimais. Mes contrats venaient du dark web, je ne rencontrais jamais les clients en personne, je ne communiquais qu'en ligne et exigeais des preuves indéniables d'infidélité. Les clients ne savaient jamais quand ou où la cible serait éliminée. Les paiements étaient effectués sur un compte virtuel, débloqué uniquement après l'achèvement du contrat. Si je ne parvenais pas à accomplir un travail, je rendais l'argent, bien que cela ne m'ait jamais arrivé.
Sans connexion personnelle avec les affectés et des paiements en crypto-monnaie non traçables, la police n'est jamais parvenue à me joindre. La plupart de mes cibles étaient des hommes, dans une proportion d'environ 10 pour 1. Quand les hommes trompaient, les femmes voulaient souvent qu'ils soient morts, quand les femmes trompaient, leur partenaire voulait généralement que l'autre homme soit éliminé. Bien sûr, il y avait des exceptions, mais je n'avais aucun scrupule moral à propos du travail, les clients payaient bien et je croyais que les infidèles recevaient ce qu'ils méritaient. La vie continuait tranquillement. Après 3 ans de mariage, Juliana et moi avons eu notre premier enfant, suivi d'un autre seulement 18 mois plus tard. Nous avons fourni un foyer stable et nos enfants ont bien grandi, fréquentant éventuellement l'université, tout payé. À mesure que les enfants quittaient la maison, Juliana, ressentant le vide, est retournée travailler à la concession, tandis que je travaillais principalement de chez moi, avec des voyages d'affaires occasionnels. J'ai décidé qu'il était temps de prendre ma retraite, 1 ou 2 contrats supplémentaires financeraient entièrement ma retraite. J'en avais assez de la vie. En fouillant le tableau d'emploi que j'utilisais pour les contrats, j'ai vu 2 opportunités disponibles, une proche et l'autre à l'autre bout du pays. J'ai choisi le contrat local, pensant que ce serait mon avant-dernier travail. La cible était un homme nommé Peter Miller. Le dossier joint était détaillé. Peter était un vendeur d'assurance de groupe couvrant 3 États, y compris le mien, et voyageait fréquemment. Il était marié à Janine et avait 3 jeunes enfants, Paul, Marie et Siobhan. Les rapports des détectives privés comprenaient des preuves qu'il avait des affaires avec 4 femmes différentes. Il était logé dans un hôtel à moins de 50 miles de là pendant une semaine. Le dossier indiquait l'hôtel et même son numéro de chambre, et notait qu'il voyageait souvent avec une femme qui n'était pas sa femme, bien qu'il ne soit pas clair s'il avait une compagnie cette fois-ci. Les photos du dossier étaient typiques, montrant Peter, sa femme et ses enfants. J'ai toujours trouvé étrange que des photos des enfants soient incluses, mais elles l'étaient toujours. La recherche était minutieuse. J'ai vérifié l'hôtel, confirmant que la chambre de Peter était au 5e étage, côté est. Une rapide recherche sur Google montrait un bâtiment inachevé au coin, où, des étages supérieurs, j'aurais une vue dégagée sur la chambre de Peter, les bâtiments environnants n'ayant que 3 étages. Ce soir-là, j'ai informé Juliana de mon voyage d'affaires. Je dois partir en voyage la semaine prochaine, ai-je dit. Je partirai lundi matin et je serai de retour jeudi, peut-être vendredi. Juliana a levé les yeux de son livre. Je pensais que tu avais fini avec ces voyages, a-t-elle commenté, son ton curieux plutôt qu'accusateur. Cela pourrait être le dernier, ai-je répondu, mais si cela ne fonctionne pas, il pourrait y en avoir un de plus. Elle a acquiescé et a souri. Cela signifie que nous aurons tout le week-end ensemble. Nous n'avons pas passé tout le week-end au lit, mais c'était de peu. Après une fantastique nuit de vendredi, nous avons passé le samedi à faire du shopping avant de profiter d'un dîner dans notre restaurant préféré. Le reste de la nuit de samedi et la majeure partie de dimanche étaient consacrés l'un à l'autre au lit. Lundi matin, j'ai quitté la maison, conduit jusqu'à l'aéroport et garé ma voiture. De là, j'ai marché environ 1 kilomètre jusqu'à un entrepôt voisin, où je gardais une voiture discrète pour des travaux comme celui-ci, une berline Toyota grise, absolument oubliable, enregistrée sous une fausse identité suffisamment solide pour passer l'analyse de la police. C'était parfait pour mes objectifs. Je me suis positionné au 7e étage d'un chantier de construction abandonné, avec mon fusil positionné à la fenêtre de la chambre d'hôtel de la cible. Peu après midi, l'homme est entré dans la chambre. Il a fouillé dans ses affaires pendant un moment, a passé un bref coup de fil et est sorti. Je ne l'ai pas suivi, je savais qu'il reviendrait, alors je me suis installé pour attendre. Avec une vue dégagée, je n'étais pas inquiet d'être découvert. Il est revenu vers 18 h, visiblement pressé. Il est directement allé à la salle de bain pour prendre une douche, puis est retourné dans la chambre. Rien d'inhabituel, mais son physique n'expliquait pas son attrait pour les femmes, maigre et insignifiant. Il était clair que son charme devait être dans les mots, et non dans le corps. Après environ 30 minutes, il s'est habillé et est sorti à nouveau. J'ai mangé quelque chose et j'ai attendu, convaincu qu'il reviendrait avec une compagnie. J'avais prévu de prendre des preuves photographiques de son infidélité avant de mettre une balle dans sa tête. Le contrat était silencieux sur le destin de la femme, alors je l'épargnais.
Je ne savais pas si elle était une traîtresse ou juste une femme seule attirée par cet homme, sans ce savoir, je n'avais aucune raison de l'éliminer. Il était déjà passé minuit lorsque les lumières de la chambre se sont rallumées. En regardant à travers mon télescope, j'ai vu la cible entrer avec une femme grande aux cheveux foncés. Elle l'a pressée contre la porte et est tombée à genoux presque immédiatement. De mon angle, quelques étages plus haut, je ne voyais que son torse vers le bas, car son dos était tourné vers moi. Je n'étais pas inquiet, il finirait par se déplacer plus à l'intérieur de la chambre, toujours enlacés. Ils se sont déshabillés en se dirigeant vers le lit. Quand ils y sont arrivés, elle n'était qu'en sous-vêtements et lui complètement nu. Il l'a poussée sur le lit, l'embrassant alors qu'elle se penchait en arrière. De mon point de vue, je ne voyais que le sommet de leur corps. Puis, elle a penché la tête en arrière et j'ai ajusté ma visée pour me concentrer sur son visage. À ce moment-là, j'ai dû convoquer tout mon self-control pour ne pas appuyer sur la gâchette. Au lieu de cela, j'ai activé la caméra connectée à mon télescope et j'ai pris une photo numérique. Au cours des 3 heures suivantes, j'ai enregistré des photos et des vidéos pendant que le couple s'adonnait à des activités sexuelles. Ils n'ont même pas pris la peine de fermer les rideaux ou d'éteindre les lumières, devenant visibles pour quiconque dans la rue. Finalement, épuisés, ils ont eu une dernière session avant de s'endormir. Quand les lumières se sont éteintes, je me suis affaissé, le cœur battant et l'esprit en désordre. J'ai ouvert la première photo que j'avais prise à travers le télescope, la femme arquée les dos, les yeux écarquillés de plaisir. Je me suis approché, étudiant son visage. Dans ses yeux familiers, mon sang s'est glacé. Les yeux qui me fixaient appartenaient à Juliana, ma femme. Des pensées ont inondé mon esprit. Je ne pouvais pas poursuivre l'exécution. Un des éléments clés de mon travail était d'éviter toute connexion avec les affectés ou leurs partenaires. Si je les éliminais maintenant, je serais la première personne que la police interrogerait, mon alibi ne résisterait pas à un examen. De plus, je n'étais pas prêt à décider quoi faire à propos de Juliana. La colère qui me dominait rendait tentant de lui tirer dessus par impulsion, mais je savais que cela ne résoudrait rien. Je devais penser à elle, à nos enfants et aux conséquences de mes actions. Quel que soit le choix que je ferais, je devrais vivre avec pour le reste de ma vie. L'idée m'est passée par la tête, si je laissais tomber le contrat, quelqu'un pourrait le prendre et être moins scrupuleux à épargner la partenaire de l'imbécile. Je devais aussi envisager si c'était un piège. Quelqu'un aurait pu orchestrer cette situation pour que je surprenne Juliana en train de tromper, juste pour m'irriter. Je doutais que ce soit la police, ils ne risqueraient pas de mettre quelqu'un dans ma ligne de mire, sachant que je pourrais agir immédiatement. Mais cela pourrait être quelqu'un lié à un contrat précédent cherchant vengeance. Non, je devais terminer le travail, mais je devais faire en sorte que cela semble aléatoire ou naturel pour éviter toute enquête des autorités. Juliana pouvait attendre. J'ai rangé mon équipement et l'ai stocké dans mon unité de stockage désignée. Je ne l'utiliserai pas pour ce travail. Pendant que j'étais là, j'ai pris quelques équipements électroniques supplémentaires. De retour à l'hôtel, j'ai trouvé leur voiture et j'ai discrètement placé des traceurs GPS sur les deux. Le matin suivant, après leur départ, Juliana est rentrée chez moi et lui a poursuivi ses activités habituelles. J'ai profité de l'occasion pour entrer dans sa chambre d'hôtel avec une carte électronique. Une fouille minutieuse n'a rien révélé de surprenant, juste quelques médicaments pour la pression artérielle et du Viagra dans ses bagages. J'ai installé plusieurs caméras cachées autour de la chambre. J'avais 4 jours pour conclure le contrat et, comme j'avais dit à Juliana que je ne serais pas de retour avant jeudi ou vendredi, il n'était pas nécessaire de communiquer fréquemment. J'ai réservé une chambre à l'hôtel en utilisant l'une de mes fausses identités, rester légal simplifierait les choses. J'ai également remarqué que les caméras de surveillance de l'hôtel n'étaient qu'à l'entrée et aux ascenseurs, il n'y en avait pas dans les escaliers ou les couloirs près des chambres. Pendant la journée, j'ai surveillé leurs mouvements tout en faisant les préparatifs. Juliana est allée travailler, a fait de l'exercice, puis est rentrée chez elle. Le traceur de l'homme indiquait qu'il se dirigeait vers ma maison. Je bouillais silencieusement, promettant que, si elle le laissait entrer, j'éliminerais les deux, peu importe les conséquences. Heureusement, il s'est arrêté à environ 5 pâtés de maison, peu après 18 heures. Juliana m'a appelé. « Salut, mon amour » a-t-elle dit. « Salut, chérie, tu m'as manqué hier soir. Je pensais que tu appellerais. »
J'ai répondu, désolé, je me suis endormi devant la télé et, quand je me suis réveillé, il était déjà tard. Elle a dit doucement, sans hésitation, je le pensais, c'est pour ça que je ne t'ai pas dérangé. J'ai dit, serrant le poing. C'était la première fois que je savais que Juliana m'avait menti. Il y en avait probablement eu d'autres, mais je ne les avais pas remarquées jusqu'à présent. Comment se passe la réunion, a-t-elle demandé avec douceur. Un imprévu s'est produit, quelqu'un est apparu à la réunion et a soulevé quelques questions. Je pense que je peux conclure l'affaire, mais cela pourrait prendre un peu plus de temps que prévu. Dès que c'est fait, cependant, plus de voyages d'affaires, ai-je dit, forçant ma voix à rester calme. Là alors tu seras de retour vendredi au lieu de jeudi, a-t-elle demandé, son ton sonnant presque satisfait. Mais tu n'as pas l'air trop déçu, ai-je dit, mes mots débordant de sarcasme. Oh non, pas du tout, a-t-elle répondu chaleureusement. Je suis juste heureuse que ce soit ton dernier voyage. Si cela prend un jour de plus, ça vaut le coup. Quels sont tes plans pour ce soir, ai-je demandé, la maintenant en conversation. Je viens de revenir de la salle de sport, donc je vais me détendre devant la télé, a-t-elle dit décontractée. Puis, je vais me coucher plus tôt. Eh bien, rappelle-toi ce que ma mère disait toujours, si tu n'es pas au lit avant 11 heures, tu devras rentrer chez toi, ai-je plaisanté. Elle a ri doucement. Je vais t'appeler demain soir. Tu me manques. Bonne nuit. J'ai terminé l'appel sans rien dire de plus, elle ne semblait pas s'en rendre compte. Mon prochain appel était pour un ami chimiste qui me fournissait parfois des méthodes non conventionnelles lorsque j'en avais besoin. Je lui ai dit que j'avais besoin de quelque chose qui imite une crise cardiaque. Quand je suis retourné à l'hôtel après l'avoir récupéré, la cible était déjà de retour dans sa chambre. J'ai regardé le flux de la caméra et l'ai vu au téléphone. « Salut, Jules », dit-il joyeusement, ce qui m'a irrité. Juliana détestait que les gens abrègent son nom, mais elle laissait ce type l'appeler Jules. C'était un petit détail, mais ça faisait mal. « Non, je viens de revenir. Donne-moi 1 heure et je te rejoindrai en bas, ça te va 19h30 ? Je vais te faire oublier ce pauvre idiot que tu as épousé, ajouta-t-il avec un sourire suffisant. Après avoir entendu sa réponse, il s'est adouci, non, non, Juliana, je ne voulais pas te contrarier. Bébé, s'il te plaît. Il fixait le téléphone avec frustration. Merde, murmura-t-il. J'ai souri sombrement, il semblait que sa soirée de plaisir avait rencontré un obstacle. Quelques instants plus tard, mon téléphone sonna. C'était Juliana. Salut, bébé, dit-elle. Comment ça va ? Ça va, et toi, demandai-je, masquant mon irritation. Rien, répondit-elle rapidement. J'ai réalisé que je ne t'ai pas dit que je t'aime plus tôt et je voulais m'assurer que tu le savais. Sa voix sonnait un peu étrange, presque contrariée. Tu vas bien, demandai-je prudemment. Tu as l'air différent. Je vais bien, insista-t-elle trop vite. Tu me manques, c'est tout. Son téléphone bipait, signalant un autre appel. En regardant le flux de la caméra, je vis Peter au téléphone à nouveau. Il était clair qu'il l'appelait. Pourquoi ne pas discuter un peu, suggérai-je. On pourrait presque penser que je suis là. J'attendis de voir quel choix elle ferait, continuer à parler avec moi ou retourner à son amant pour plus de douceur et une autre nuit ensemble. Elle fit le mauvais choix. Non, je fais juste la bête, dit-elle rapidement. Et écoute, ma mère essaie d'appeler. Je voulais juste te dire que je t'aime. Bonne nuit. Avant que je puisse m'en empêcher, les mots s'échappèrent, bonne nuit, Jules, dis-je froidement. Je raccrochai, me demandant si elle avait remarqué le ton glacial dans ma voix. De retour dans la chambre de Peter, son téléphone sonna à nouveau. Son sourire revint lorsqu'il décrocha. Salut, bébé, oui, désolé. Je sais que tu détestes quand je dis des choses négatives sur lui. C'est juste mon insécurité. Je veux juste être le meilleur amant pour toi et te faire sentir aussi bien que tu me fais sentir. Il marqua une pause, hochant la tête. D'accord, demain alors. Que dirais-tu d'un dîner chez Archie ? Je dois réserver une table pour 7 ? Oui, je t'aime aussi, Juliana. Bonne nuit.
L'entendre dire « je t'aime » m'envoya une nouvelle vague de fureur. Elle était amoureuse de cet homme ou ne parlait-elle que pour parler? Je le découvrirai bientôt. Peu après, il appela le service d'étage pour commander de la nourriture et des bières. Il était temps d'agir. J'attendis que la nourriture arrive et que l'équipe parte. Dès que Peter commença à manger, je frappai à la porte, me plaçant de manière à ce qu'il ne puisse pas me voir à travers le Judas, bien que je ne pense pas qu'il vérifie. Quand il ouvrit la porte, son visage se déforma de choc en regardant le canon de ma Glock silencieuse. « Bonsoir, Peter, dis-je agréablement. Et si cela ne te dérange pas, puis-je entrer ?» Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. J'avançai, le forçant à reculer tandis que la porte se fermait derrière moi. « Que veux-tu » balbutia-t-il. « J'ai environ $500 dans mon portefeuille, tu peux les prendre. » Je riais doucement. « C'est impoli, dis-je, secouant la tête. Je veux juste avoir une bonne conversation. »« De quoi » demanda-t-il, sa confusion évidente. « Eh bien, tu vois, mon employeur, quelqu'un que tu connais bien, veut quelques réponses, dis-je. Ta femme, Janine, a quelques questions. J'ai déjà beaucoup d'informations, mais il y a des lacunes à combler. Si tu me mens, je le saurai et je te tuerai. » Peter devint pâle. « Je ne. »« Détends-toi, interrompis-je. Je ne veux pas te tuer, cela semble trop de travail, et ta femme préférerait te ruiner financièrement plutôt que de te voir mort. Elle pense que tes enfants pourraient te manquer si tu n'es pas là, mais elle veut la vérité. Et ne te méprends pas, elle retrouvera chaque femme avec qui tu as été et avertira leur mari. Si tu me dis tout maintenant, je sortirai de cette chambre sans en faire une scène de crime. Ça semble juste ? » Je pris une des bières qu'il avait commandées, l'ouvris et en bus une gorgée. « C'est le meilleur qu'ils aient ici, » dis-je en faisant une grimace. Les yeux de Peter se dirigèrent vers la porte, mais le désespoir s'installa sur son visage. « Et si je te dis tout, tu ne vas pas me tuer » demanda-t-il prudemment. « Je ne vais pas te tuer, confirmai-je. Je vais partir et tu pourras continuer ta vie, mais je te conseille de téléphoner à ta femme après mon départ. Peut-être que, si tu implores, elle te pardonnera pour le bien des enfants. » Abattu, Peter s'affaissa sur une chaise. « Que veux-tu savoir ? » « Il y a 4 femmes dont je sais déjà, dis-je, énumérant les noms et où elles habitaient. » L'expression ahurie de Peter confirma que mes informations étaient correctes, mais j'avais besoin de plus de détails sur une, Juliana, elle travaille dans une concession automobile. « Raconte-moi tout, comment vous vous êtes rencontrés, il y a combien de temps, toute l'histoire. » Peter hésita, mais la réalisation qu'il n'avait pas le choix s'installa. Il commença d'un ton hésitant. « J'ai rencontré Juliana il y a 4 mois. Je suis allé dans sa concession pour vendre des assurances et nous avons bien accroché. Elle est belle, charmante et a un corps incroyable. Je n'ai pas pu résister. Je l'ai invitée à déjeuner et elle a dit oui. » Il déglutit nerveusement et continua, « Après le déjeuner, elle m'a surpris en proposant de dîner ce même soir. Elle m'a dit que son mari était hors de la ville. Ce soir-là, nous avons fini dans mon hôtel, elle m'a offert une nuit que je n'oublierai jamais. » Je fis une grimace, mais je lui fis un signe de continuer. « À quelle fréquence la voyais-tu ? » demandai-je. « 8 ou 9 fois, admit-il. Chaque fois que son mari était absent, elle m'appelait. Si je pouvais, je venais ici. J'ai même annulé des rendez-vous avec mes autres copines pour elle. Elle est meilleure que n'importe laquelle d'entre elles. » Il a souri brièvement, perdu dans ses souvenirs, mais s'est ressaisi en voyant mon expression. Nerveusement, il a fini sa bière et a regardé le minibar. « Puis-je en prendre une autre » demanda-t-il hésitant. J'ai acquiescé. « Servez-vous » dis-je, mais gardons cela civilisé. Ce serait dommage que je doive te tuer à cause d'un malentendu. Peter a ri nerveusement, a pris une autre bière et s'est rassis. Je continuai, donc Juliana prenait les choses en main. « Penses-tu qu'elle a déjà fait ça auparavant » Il haussait les épaules. « Probablement, elle est trop bonne pour être nouvelle dans ce domaine, mais elle ne m'a jamais laissé offenser son mari. Elle ne m'a même jamais dit son nom. Une fois, je l'ai traitée d'idiot, et elle m'a attaqué. C'est pourquoi elle ne s'est pas rencontrée avec moi ce soir.
Elle est encore en colère. Je fis une grimace. Il est intéressant qu'elle soit si protectrice envers lui tout en faisant ce qu'elle fait. Peter a ri. Elle a cette étrange personnalité divisée, une partie est l'épouse dévouée qui ne supporte pas que quiconque manque de respect à son mari, l'autre partie est la femme qui vient à moi pour s'amuser. C'est comme si elle ne voyait pas la contradiction. Je me suis penché en arrière, réfléchissant à ces mots. Je ne suis pas sûr que son mari partage cette perspective, dis-je calmement. Tout à coup, Peter fit une grimace et se prit la poitrine. Ça va ? demandai-je. Juste une indigestion, murmura-t-il. Probablement à cause de la bière. Il se frotta distraitement le bras gauche et commença à s'étouffer. Son visage devint rouge et la sueur coula de son front tandis qu'il se tenait la poitrine avec les deux mains. « Aide-moi » halta-t-il, la panique dans les yeux. Je regardai dans ses yeux. « Peter, dis-je calmement, regarde-moi. » Il leva faiblement la tête, à peine capable de respirer. « Tu aurais dû t'éloigner de Juliana, dis-je froidement. Elle est ma femme. » Ses yeux s'agrandirent de choc, juste avant qu'il ne tombe en arrière, la tête en arrière. Il s'effondra, immobile. Je savais qu'il était parti, même s'il faudrait encore 10 à 15 minutes pour que son corps s'éteigne complètement. J'utilisai ce temps pour retirer soigneusement toute preuve de ma présence. J'allumai la télévision à faible volume et disposai la nourriture devant elle. Quand son corps serait trouvé, il semblerait qu'il soit mort d'une crise cardiaque en dînant et en regardant la télévision. Étant donné son médicament pour la pression artérielle et le Viagra, j'étais confiant qu'une autopsie attribuerait sa fin à des causes naturelles. Je vérifiai une dernière fois son corps pour confirmer qu'il était mort, puis m'assurer que le couloir était dégagé, accrochant une plaque « Ne pas déranger » à sa porte. Je retournai dans ma chambre. Le lendemain, Juliana appela vers 17h30. « Salut, mon amour, comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle joyeusement. « Super », répondis-je. « J'ai résolu un problème et je suis confiant de pouvoir résoudre le dernier bientôt. J'ai une idée. Comme c'est mon dernier voyage d'affaires, que dirais-tu de prendre un vol pour le Mexique ce week-end ? Je peux te récupérer à l'aéroport et nous pourrions célébrer. Peut-être même prolonger cela en vacances. Tu as probablement besoin d'une pause, et ce n'est pas comme si tu avais vraiment besoin de ce travail. » Juliana rit. « Ça a l'air incroyable. Je vais en parler à Barry demain et voir ce qu'il dit. Je t'appelle demain soir pour réserver les billets. » « Parfait, dis-je. Quel est ton plan pour ce soir ? » « Comme d'habitude, répondit-elle. J'ai un peu de travail à finir puis je vais voir un spectacle. Je regardai l'horloge, sachant qu'elle pensait avoir une réservation pour le dîner à 19h30 et qu'il lui faudrait au moins 40 minutes pour y arriver. Le dîner est prêt, dis-je au hasard. Je te parlerai demain, d'accord ? D'accord. Profite de ton dîner, dis-je. Au revoir, mon amour. Je t'aime, dit-elle. Je raccrochai sans répondre. À 20h30, il y eut un coup à la porte de Peter. Comme j'avais mis la plaque « Ne pas déranger », le personnel de nettoyage n'était pas entré dans la chambre. Je supposais que Juliana était allée au restaurant, avait attendu, puis était revenue pour découvrir pourquoi Peter était en retard. Après 20 minutes, il y eut à nouveau un coup à la porte. La porte grinça lorsqu'un employé de l'hôtel entra, suivi de Juliana. Ils trouvèrent Peter penché sur le dîner, immobile. L'employé courut vers lui tandis que Juliana restait à la porte, observant. « Il est mort ?» demanda-t-elle de manière directe. L'employé vérifia le pouls, mais n'en avait pas besoin. Peter était clairement mort. « Oui, il est mort. » Sans dire un mot, Juliana se retourna et sortit. Lorsque l'employé de l'hôtel réalisa qu'elle était partie, elle était déjà dans l'ascenseur, sortant de l'hôtel. La police et les paramédics arrivèrent peu après. En fouillant la chambre, ils trouvèrent ses médicaments et conclurent qu'il avait subi une crise cardiaque fatale. Son historique médical et les circonstances de sa fin soutenaient cette conclusion. Lorsqu'on lui demanda, l'employé de l'hôtel expliqua qu'une femme lui avait demandé de vérifier l'homme. Il admit l'avoir vu lui rendre visite en début de semaine, bien qu'il ne connaisse pas son identité. L'employé mentionna que Peter divertissait souvent des clientes qu'il soupçonnait d'être des escortes,
mais ne l'avait jamais signalé, car Peter donnait des pourboires généreux. Une fois l'enquête terminée, je pris mon équipement de surveillance, rangeai tout et fis le check-out de l'hôtel tôt. Le lendemain matin, je retournai au parking et enlevai le traceur GPS de la voiture de Peter. Avant de partir, samedi matin, je récupérai Juliana à l'aéroport et nous allâmes à la villa que j'avais louée. Elle poussa un cri de joie en regardant autour, surtout en voyant la piscine privée avec des chaises longues. « Je vais me changer », dit-elle avec enthousiasme. « On peut discuter une minute d'abord ?» « Jules », demandai-je. Elle s'arrêta et se tourna vers moi. « Tu sais que je n'aime pas quand tu m'appelles comme ça », dit-elle. « Pourquoi pas ?» demandai-je. « Tu ne semblais pas te soucier quand Peter te l'appelait ainsi. » Son visage devint pâle, mais elle essaya de dissimuler son trouble. « Et qui est Peter ? Tu le connais ? » « Peter, l'agent d'assurance, celui avec qui tu as couché ces 4 derniers mois, celui avec qui tu étais lundi soir quand tu m'as dit que tu étais très fatigué et que tu t'es endormi sans me téléphoner, dis-je. « Je ne sais pas de quoi tu parles ni ce que tu crois avoir entendu, » commença-t-elle. Je posai une photo sur la table entre nous, celle que j'avais prise à travers la lunette d'elle allongée sur le dos, les yeux écarquillés. Elle s'enfonça dans une chaise. « Oh » dit-elle doucement. « Oh, c'est tout ce que tu as à dire ?» demandai-je, incrédule. Elle haussait les épaules. « Que veux-tu que je dise ?»« Depuis combien de temps ?» demandai-je. Elle me regarda dans les yeux. « Environ 4 mois, et je suppose qu'il n'a pas été le premier, » dis-je froidement. « Devrions-nous vraiment passer par là ?» demanda-t-elle. « Faire quoi ? Affronter la vérité sur ma femme infidèle, rétorquai-je. « Des insultes, sérieusement ? Tu ne peux pas penser à quelque chose de plus original. Avant de commencer, cependant, il y a quelque chose que tu dois comprendre, dit-elle. Comme quoi ? Pourquoi as-tu fait ça ? demandai-je. J'étais sur le point de suggérer qu'elle ne pouvait pas se contrôler, mais je m'arrêtai et la laissai parler. Elle commença, hésitante. Nous sommes mariés depuis longtemps, n'est-ce pas ? Je hochai la tête en silence, attendant qu'elle continue. Combien de fois par semaine penses-tu que nous avons des relations, en moyenne ? demanda-t-elle, d'une voix mesurée mais incisive. Je fis une pause pour considérer sa question. Eh bien, ça a un peu diminué avec l'âge, admis-je, mais avant que je ne puisse développer, elle interrompit. Exactement, dit-elle fermement. Au début, nous étions comme des adolescents, tous les jours, parfois plusieurs fois. Quand cette phase s'estompait, nous avions encore des relations au moins tous les 2 jours, parfois plus, et le sexe était incroyable. Tu es le meilleur amant que j'ai jamais eu. Mais ensuite, tu as commencé à faire des voyages d'affaires, parfois pendant des semaines. J'étais habitué à avoir des relations presque quotidiennement, et soudain, tu t'attendais à ce que je reste sans ça pendant de longues périodes. Elle expira profondément, se ressaisissant. Un soir, quand tu étais absent, j'ai décidé de soulager la tension en allant à la gym, mais j'ai fini par rentrer chez quelqu'un. Ce n'était pas prévu, mais ça a satisfait le besoin que tu as éveillé en moi. Le lendemain, je me sentais horrible, terrorisé que tu le découvres, que tu sois blessé, que tu puisses me quitter. Quand tu es revenu, je t'ai pratiquement attaqué au lit tous les jours pendant une semaine, essayant d'effacer ma culpabilité et de compenser quelque chose dont tu ne savais même pas qu'il s'était produit. Mais au fond de moi, je savais que ça allait se reproduire la prochaine fois que tu partirais, et ça s'est produit. Elle baissa brièvement les yeux avant de retrouver mon regard. Avec le temps, j'ai dû accepter cela comme le nouveau normal, mais j'ai établi quelques règles pour moi-même. Sa voix s'adoucit alors qu'elle expliquait. D'abord, je n'ai jamais fait ça quand tu étais à la maison, non pas parce que je pensais que tu pourrais me surprendre, mais parce que je n'avais besoin de personne d'autre quand tu étais là. Tu as toujours été mon premier et meilleur amant. Ensuite, je n'ai jamais amené personne chez nous. Je ne te manquerai pas de respect de cette façon, et je n'ai jamais laissé personne parler mal de toi. Si un homme insinuait même un manque de respect envers toi, je mettais fin à tout immédiatement. Troisièmement, je me faisais tester régulièrement pour les IST, non pas parce que j'avais peur d'être surprise, mais parce que je refusais de te mettre en danger. Je m'assurais également de ne pas pouvoir tomber enceinte.
j'ai utilisé un stérilet et des implants contraceptifs. Quand nous avons décidé d'avoir des enfants, j'ai arrêté tout ça. Si tu veux des preuves, j'ai des tests ADN pour les enfants. Elle se pencha un peu plus près, sa voix tremblant légèrement mais résolue. Oui, j'ai fait ça tout le temps que nous étions ensemble. Tu m'excites tellement que je ne peux pas me passer de toi. 1 ou 2 jours, c'est acceptable, mais au-delà, j'avais besoin d'une soupape de sécurité, et c'était tout ce que c'était, physique. Je n'ai jamais eu de sentiment pour aucun d'eux. L'unique homme que j'ai jamais aimé, c'est toi. Quand tu m'as dit que ce serait ton dernier voyage d'affaires, j'étais ravi. Je pensais que je n'aurais plus besoin de substitut de seconde zone, parce que j'aurais enfin le meilleur à la maison. Sa voix se brisa et elle détourna le regard un instant avant de terminer. L'ironie, c'est que ce qui aurait pu être ma dernière fois avec un autre est devenu la fois où j'ai été prise. Ta dernière fois, demandai-je avec scepticisme. Ces photos datent de lundi. Tu as dit que tu ne peux pas tenir plus de 2 jours sans sexe. Tu espères que je crois que tu n'es pas sorti mardi, mercredi ou jeudi? Elle rit légèrement. Un mardi, il a appelé pour dire qu'il était de retour à l'hôtel, mais il a recommencé à parler mal de toi. Je lui ai dit que j'avais terminé et que je ne le reverrais pas. Plus tard, il a appelé pour s'excuser. Je l'ai pardonné, mais je lui ai dit que j'étais prête à terminer la nuit. Nous avons prévu de nous retrouver mercredi, à la place. Il a même proposé de m'emmener dîner comme excuse. Alors, l'appel que tu as reçu mardi, pendant que nous parlions, demandai-je, ce n'était pas de ta mère. Pour la première fois, elle semblait vraiment coupable. Non, ce n'était pas, dit-elle doucement. J'ai détesté te mentir. Pas assez pour arrêter de le faire, répondis-je froidement. Ses yeux s'agrandirent. Attends, tu m'as appelé Jules pendant cet appel. Je me souviens avoir pensé que c'était étrange. Tu savais déjà? Donc, les photos m'ont été envoyées mardi matin, expliquai-je, ainsi que des transcriptions d'appels précédents. Elle soupira lourdement. Je suis désolé que tu aies dû le découvrir ainsi. Ça a dû être horrible. Mais restons concentrés, dis-je fermement. Tu ne l'as pas vu mardi, mais qu'en est-il du reste de la semaine? Son expression changea et elle hocha légèrement la tête. Nous devions dîner mercredi soir, admit-elle. Tu veux dire quand tu étais censé regarder ton émission, demandai-je avec sarcasme dissimulé. Je l'ai vraiment regardé, c'est une bonne série, mais je n'étais pas totalement concentré, avoua-t-elle. Cette nuit-là, le fait de le rencontrer n'était qu'une manière de satisfaire un besoin physique pour moi. C'était comme sortir déjeuner avec un ami, j'ai besoin de manger, et si tu n'es pas là, j'irai avec quelqu'un d'autre. Je sais que c'est difficile à comprendre pour toi, mais c'est comme ça que je le voyais, et je n'ai jamais appelé ça faire l'amour, c'est quelque chose que je n'ai fait qu'avec toi. Tu fais diversion, dis-je directement. Arrête de tourner autour du pot sur ce qui s'est vraiment passé mercredi. Je ne fais pas diversion, rétorqua-t-elle, sur un ton défensif. Comme je l'ai dit, nous devions dîner ensemble, mais il n'est jamais venu. J'ai attendu au restaurant pendant 45 minutes. J'étais furieuse, je n'avais jamais été laissée en plan auparavant, alors je suis allée à son hôtel. Sa voiture était dans le parking, donc je savais qu'il était là, mais il n'a pas ouvert la porte. J'ai demandé au gérant de l'ouvrir et nous l'avons trouvé face contre terre dans son assiette, mort comme un verre. Les médecins ont dit qu'il prenait des médicaments pour l'hypertension et qu'il les avait mélangés avec du Viagra, ce que tu ne dois jamais faire, cela a probablement causé une crise cardiaque massive. Eh bien, dis-je sèchement, au moins il n'est pas mort en s'amusant avec toi, ça aurait été inconvenant. Ses yeux s'élargirent légèrement avant qu'elle ne rit amèrement. Je n'y ai jamais pensé, ça aurait causé un grand désordre. La pauvre épouse aurait découvert toute la vérité. Je pense qu'elle le savait déjà, dis-je. En fait, je soupçonne que c'est elle qui m'a envoyé les photos. Juliana acquiesça lentement. Au moins, je n'ai pas à me demander si tu le reverras, commentai-je, et elle esquissa un faible sourire. Je ne vais pas m'excuser pour ce que j'ai fait, dit-elle. C'était quelque chose que je devais faire, mais je suis désolé de t'avoir fait du mal et de la façon dont tu l'as découvert. Je comptais les jours jusqu'à la fin de tes voyages d'affaires pour ne plus avoir à le faire, mais tant que tu sortais,
je savais que je continuerais. Tout ce que je pouvais faire, c'était minimiser les risques et espérer que, si tu découvrais un jour, ton amour pour moi serait suffisamment fort pour comprendre. Pourquoi ne es-tu pas venu me voir? Demandai-je. Nous aurions pu régler les choses. J'aurais pu aborder les choses différemment, peut-être même te prendre avec moi lors de mes voyages. Elle secoua la tête. Je ne voulais pas être ce genre d'épouse qui critique comment tu fournis le style de vie que nous avons. Tu aimes ton travail et nous avons eu une vie incroyable ensemble. Je ne l'ai pas planifié, ça s'est juste produit. Quand j'ai réalisé à quel point j'étais allé loin, il était trop tard pour faire marche arrière. Je l'ai regardé longtemps, perdu dans mes pensées, jusqu'à ce qu'elle demande enfin. Que se passe-t-il maintenant? Je me suis levé et suis allé à la cuisine, j'ai ouvert une bouteille de vin et servi un verre à chacun de nous. J'ai mis la bouteille sur la table et lui étendu le verre. Je me suis rassis et ai vidé la moitié du mien d'un trait. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Je dois réfléchir soigneusement. Nous sommes ensemble depuis si longtemps et je pensais que tu m'aimais autant que je t'aimais. Oui, nous avons eu une vie sexuelle formidable et oui, nous étions souvent intimes, mais tu n'étais pas la seule à avoir des difficultés. Quand je sortais, j'ai aussi passé des semaines, voire des mois, sans sexe. J'ai eu des occasions de déjeuner avec d'autres femmes, mais je suis resté fidèle à nos vœux. Je ne comprends pas comment tu peux laisser ton besoin physique prendre le pas sur tout, nos promesses, notre mariage, notre vie ensemble. C'était juste pour le sexe? Tu vas prétendre avoir une sorte de dépendance sexuelle? On doit t'envoyer en thérapie? Elle commença à parler, mais je levai la main. Non, s'il te plaît, laisse-moi finir. Je t'ai laissé t'expliquer, alors fais-moi la même courtoisie. Je remplis à nouveau son verre puis le mien. J'ai tellement de questions. Comment peux-tu séparer le sexe et l'amour si facilement? J'ai toujours pensé que ce sont les hommes qui pouvaient le faire, pas les femmes. Si tu es honnête sur le fait de ne pas aimer aucun d'eux, alors tu as risqué le tout pour du sexe médiocre. Comment penses-tu que ça me fait sentir? Et qu'en penses-tu pour l'avenir? Le désir masculin diminue avec l'âge, tandis que celui des femmes augmente. Je devrais rentrer un jour et trouver un jeune homme dans notre lit parce que je ne peux pas suivre? Comment puis-je vivre avec moi-même en sachant que tout notre mariage était un mensonge? Des dizaines, peut-être des centaines d'hommes au fil des ans. Tu dis que tu as fait des tests, mais ça n'élimine pas le risque, tu aurais pu me transmettre quelque chose de mortel, le VIH peut-être. Tu aurais pu nous détruire. Où cela nous laisserait-il avec nos enfants? Son visage se tendit et elle commença à frotter distraitement son bras gauche. Je souris de manière sombre. Peter était une ordure, dis-je, mais il est tombé amoureux de toi. Il m'a dit qu'il avait même annulé des rendez-vous avec d'autres femmes chaque fois que tu l'appelais. Ses yeux s'élargirent de choc. Quand as-tu parlé à Peter? Oh, dis-je, mon ton glacé, nous avons eu une conversation la nuit où il est mort. Je voulais être sûr que tu ne le reverrais plus jamais. La panique envahit son visage. Qu'est-ce que tu as fait avec lui? Demanda-t-elle, sa voix tremblante. Je me penchai en avant, ma voix basse et froide. Ce qui lui est arrivé est une conséquence de ses actions, et maintenant tu comprends le prix de la trahison. Je restai silencieux après ma révélation, laissant le poids de mes mots pénétrer l'espace entre nous. Juliana se figea, son visage une masque inexpressif, mais ses mains tremblaient légèrement, les doigts tenant le pied du verre de vin comme si c'était la seule chose qui la retenait à la réalité. L'air semblait lourd, oppressant, et à ce moment-là, je vis une lueur de peur dans ses yeux, non pas la peur de la vérité, mais la peur de ce que je pourrais faire ensuite. Je t'ai tout donné, continuai-je, ma voix ferme et exempte de la colère que je pensais ressentir, un foyer, une famille, une vie que tu as dit vouloir et, pourtant, cela n'a pas suffi. Je n'étais pas suffisant. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais je levai la main, la réduisant au silence avant qu'elle puisse formuler une excuse. Non, n'ose pas essayer de justifier cela davantage. Tu as déjà dit ce que tu devais dire et je t'ai écouté, mais maintenant j'ai besoin que tu écoutes. Je me levai et commençai à faire les 100 pas, le vin dans ma coupe approchant dangereusement du bord. Tu sais, c'est drôle. Pendant toutes ces années, je pensais que c'était moi qui vivais un mensonge, mon travail, mes secrets, c'était mon fardeau à porter seul.
Je me suis justifié en me disant que je te protégeais, protégeons-nous deux. Mais le véritable mensonge n'était pas mon travail, c'était cela, nous, ce mariage, cette illusion de confiance et de loyauté que tu as soigneusement construite tout en la détruisant systématiquement. Ses larmes commencèrent à couler, s'écoulant en courant silencieux sur son visage, qu'elle ne prit pas la peine d'essuyer, mais je ne ressentis rien pour elle, aucune sympathie, aucun regret, aucune pitié, juste une douleur vide là où l'amour avait été. J'ai éliminé des hommes pour moi, Juliana, dis-je, les mots s'échappant avant que je puisse les retenir. Son halètement fut audible, une respiration aiguë qui semblait résonner dans le silence. Et pourtant, te voilà, assise devant moi, vivante et bien. Tu sais pourquoi? Là elle secoua la tête, ses lèvres tremblant trop pour former une réponse cohérente. Parce que je suis fatigué, j'admis, ma voix à peine plus qu'un murmure. Fatigué des mensonges, des trahisons, du cycle interminable de douleur. T'éliminer pourrait m'apporter une satisfaction sur le moment, mais cela ne réparerait pas ce qui est déjà brisé. Ça ne réparerait pas les années de tromperie ni la douleur de réaliser que j'ai été un foulé, surtout, ça ne guérirait pas les dommages que tu as causés à notre famille. Face à cela, elle s'effondra complètement, ses sanglots secouant son corps alors qu'elle enterrait son visage dans ses mains. Je la regardais s'effondrer, immunisée à sa démonstration de culpabilité ou de tristesse. Dans le passé, j'aurais pu courir pour la réconforter, pour lui assurer que tout irait bien, mais pas cette fois. Je m'en vais, dis-je simplement, la définitivité des mots planant dans l'air. Elle leva les yeux, son visage mouillé de larmes, un portrait de désespoir et d'incrédulité. « Tu ne peux pas, murmura-t-elle, sa voix rauque. Et les enfants? Et nous? Il n'y a plus de nous, répondis-je froidement. Plus maintenant. Quant aux enfants, ils sont maintenant adultes, ils comprendront avec le temps et auront toujours toi, au moins jusqu'à ce qu'ils découvrent qui tu es vraiment. Mais je ne peux pas rester. Je ne vais pas. Je posai ma coupe sur la table d'un geste délibéré, le son du verre rencontrant le bois ponctuant ma décision. Je serai parti d'ici demain matin. Tu entendras parler de mon avocat bientôt. D'ici là, considère cela comme un avertissement, ne me suis pas, ne m'appelle pas, n'essaie pas de me retrouver, car si tu le fais, Julia, je vais te montrer jusqu'où ma patience peut s'étendre. Ses sanglots s'intensifièrent alors que je m'éloignais, la laissant seule avec son monde détruit. Là-haut, je préparais une seule valise, juste l'essentiel, le reste pouvait rester. Je n'avais plus besoin des ornements d'une vie qui ne semblait plus mienne. Quand le soleil commença à se lever, j'étais déjà sur la route, la villa diminuant dans mon rétroviseur jusqu'à ne devenir qu'un souvenir. Une partie de moi voulait se retourner pour voir si elle était là, debout à la porte, me regardant partir, mais je ne le fis pas. Je ne pouvais pas, car l'homme que j'avais été le mari, le père, le foule était parti, et à sa place se tenait quelqu'un de nouveau, quelqu'un de libre. La route s'étendait devant moi, infinie et pleine de possibilités. Pour la première fois depuis des années, je ressentis les faibles vestiges de l'espoir non pas pour la rédemption, non, c'était un luxe que je ne méritais pas, mais pour quelque chose de plus simple, quelque chose de plus pur, une chance de recommencer. Et ainsi je conduisis, laissant derrière moi les débris d'une vie qui n'a jamais vraiment été la mienne. L'avenir était incertain, mais une chose était claire, je l'affronterais selon mes propres termes, libre des ombres de la trahison et du mensonge. Pour le meilleur ou pour le pire, c'était désormais mon histoire, et elle était loin d'être terminée.